Tout de suite. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Parce que ce n'est pas l'habitude de parler dans ce micro. Plus fort, comme ça. Voilà. À un moment donné, je peux peut-être même m'éloigner du micro. Je peux l'oublier. Donc, si ça ne va pas, ben, vous me faites signe dans la salle. Déjà, un grand merci pour pouvoir être ici en tant que dramathérapeute. Je tiens à préciser que pour moi, la dramathérapie est une forme d'art-thérapie. Quand je parle d'art-thérapie, pour moi, c'est la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie et la thérapie par les arts plastiques. Voilà. Hier, j'ai entendu parler, et cette nuit, quand je n'arrivais pas trop à dormir à l'hôtel, la discussion, est-ce que la neuromusicothérapie, c'est de la musicothérapie et vice-versa, ça me travaille pas mal, cette question, et je dis, mais pourquoi on a besoin de tout dévisser? Voilà, ce que je pense quelque part, c'est que dans notre métier, en fait, je pense que des fois, on fait une confusion entre ce qu'est l'identité de notre métier et notre identité professionnelle en tant que thérapeute. Mon identité professionnelle en tant que thérapeute, c'est ma formation, c'est ma relation au médium, c'est les courants théoriques dans lesquels je m'inscris, c'est le lieu où je travaille, mon public. Voilà, et ça, voilà, là, vous et moi, on ne fait pas la même chose. Mais après, il y a l'identité du métier qui est pour moi autre chose. Et moi, j'ai l'impression des fois, dans les débats, dans les discussions, on mélange un petit peu tout ça. Donc, voilà, j'avais besoin de poser ça avant de commencer. Je vais vous parler du corps du thérapeute. Et comme ce sont mes situations cliniques, ça veut dire que je vais vous parler un petit peu de mon corps à moi. Sans trop entrer dans le détail, ne vous inquiétez pas. Par rapport au corps, il y a toujours voilà, une petite phrase que j'ai dans ma tête et que j'ai des fois avec aux personnes avec qui je travaille. Et ce n'est pas moi qui a trouvé ça, c'est le philosophe Gabriel Marcel qui dit « on a notre corps ». Et on est notre corps. On est notre corps quand on a travaillé toute une semaine, qu'à la fin de la semaine, on fait des journées d'études. Pendant cette journée d'études, on assiste sur des petites banquettes pas forcément très confortables. Le soir avant, on a fait un peu la fête. C'est la deuxième journée. C'est après le repas à 14 heures ou un peu plus tard, comme d'habitude. Et là, vous sentez votre corps. Là, vous êtes votre corps. Et la fatigue. Vous me dites, hein, si je me trompe, voilà. Donc là, vous êtes votre corps. Mais heureusement, vous avez votre corps aussi. Vous pouvez mobiliser votre corps en vous disant, mais tiens, là, je vais me redresser un petit peu. Je mets bien mes deux pieds par terre. Je augmente un petit peu ma tonicité musculaire. Je me redresse. Je me cale peut-être bien sur la petite fauteuil. Voilà. Essayez, hein. Essayez. Et là, vous voyez, est-ce que vous vous sentez un petit peu moins fatigué? Un petit peu. Si c'est il est toujours là. Évidemment, ça nous permet d'être là en tant que thérapeute, d'être dans notre médium. Mais il y a des situations où ce corps, voilà, ça va poser question. Première petite vignette clinique. Mes vignettes sont vraiment très petites parce que ça va être un instant vraiment dans prise en charge et où je ne vais pas être trop centrée sur le patient, mais je vais l'amener du coup au thérapeute. Roy,
Certains d'entre vous connaissent déjà Roy, parce que Roy, c'est une étude de cas que je présente pendant le cours de du DU, le DU. Je vais y arriver, là, c'est le track. Je suis mon corps aussi. Voilà. Parce que je parlais un peu de votre corps, mais moi aussi, je suis mon corps. Quand je suis un peu stressée, j'ai ma voix qui va voilà, trembler un peu. J'ai des tremblements dans mon corps. J'ai mon corps aussi. J'essaie de ralentir un peu ma respiration. Voilà, j'essaie de trouver quelques regards bienveillants sur moi et du coup, ça va un petit peu mieux. Voilà. Non, mais voilà, on est là-dedans. Hein, voilà, le corps est là. Roy, à 8 ans, c'était une de mes premières prises en charge quand j'étais dans ma formation de dramathérapie aux Pays-Bas. J'ai au troisième année et j'ai fait mon stage dans un centre médico-psychologique, un peu l'équivalent de centre médico-psychologique ici. Et je parle souvent de Roy. Je me rends compte de ça parce qu'il m'a appris énormément des choses. Roy était venu au CMP parce qu'en fait, il avait un père qui était décédé il y a 2 ans. Et en fait, il y avait un deuil stagnant. Bon, en tout cas, c'était ça qui était marqué dans le dossier. Il manifestait des comportements agressifs auprès de ses pairs, auprès de sa mère, les adultes en classe, c'était très, très compliqué. Avec les psychologues de l'équipe, ça ne marchait pas trop. Et puis, on a pensé aux stagiaires. Moi. Donc, la première séance, quand je rencontre Roy, il me regarde. Déjà, en fait, bon, j'aurais trop, j'ai toujours son image en tête, mais il fait, c'est vraiment un petit garçon un peu rebelle, avec des cheveux assez courts, une petite attitude qui allait bien avec. Et la première chose qu'il me dit, mais il ne faut surtout pas croire que je vais te parler de mon père. J'explique que ce n'est pas nécessaire. Dans la dramathérapie, on n'a pas besoin de parler. On peut parler, si on veut, de tout et rien, mais on va surtout jouer. Et ça, Roy était tout à fait d'accord pour jouer. Il joue très bien, il a de l'imagination, il est assez directif dans le jeu parce qu'il me donne des consignes. Maintenant, tu fais ceci, maintenant, tu fais cela. Et donc, être dramathérapeute, des fois, voilà, des fois, c'est très sportif. On bouge beaucoup, on suit, on part dans tous les sens. Voilà. C'était un jeu très fluide et il y avait beaucoup de plaisir. Et Roy, en fait, il venait vraiment avec plaisir aux séances, avec un grand sourire quand je venais le voir dans la salle d'attente. On jouait surtout à partir des images. J'avais toute une collection d'images et j'invitais, au début de séance, j'invitais Roy à choisir une image, de construire une petite histoire pour après les jouer ensemble. La quatrième séance, il me dit, mais là, Debbie, tu peux ranger tes images, je n'ai pas besoin. J'ai déjà une histoire, je sais ce qu'on va jouer. Très bien. Et là, Roy, en fait, il me demande d'être sa tante qui vient voir ses parents parce que les parents ont eu un bébé et ce bébé était Roy. Roy venait de naître et moi, j'étais la tante qui allait rendre visite, faire la connaissance avec Roy. Donc là, j'arrive chez les parents, je bois un petit café avec les parents, je monte à l'étage pour admirer les bébés. Donc, je vois les bébés, bon, je suis la tante, je dis, ben voilà, je me présente, je suis contente, Roy, de faire tes connaissances et je le regarde dormir parce qu'il dormait en fait sous une petite couverture. Là, Roy dit, mais c'est bon, là, tu descends, tu retournes voir mes parents. Et là, c'est mon père qui monte me voir. Et là, j'étais bien dans le jeu avant, mais là, mon corps, il a dit, ah, stop. Mon corps, il a dit stop parce que du coup, j'étais beaucoup dans ma tête, je me posais beaucoup de questions. Quoi? Là, du coup, le père de Roy, il est là, il ne voulait pas en parler. Et déjà là, je ne l'attendais pas dans le jeu. Hein. Moi, je n'avais pas rendez-vous encore avec le père de Roy. Et je me suis posé beaucoup de questions. En fait, là, du coup, j'étais très consciente de mon propre corps. J'avais 22 ans à l'époque, 22, 23 ans. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un parent. Je ne me sentais pas du tout légitime à jouer un parent, encore moins un homme, et encore moins le père décédé de Roy.
vous pouvez bien vous dire, et c'est le cas, mais oui, mais Roy, il n'a pas forcément demandé de jouer le père comme il était son père. Il n'a pas dit, mais joue mon père avec la voix de mon père. Pourtant, moi, je me suis posé beaucoup de questions, mais ma voix, il va être déçu, c'est que ma voix à moi, c'est pas la voix du père. Hein, donc dans le contre-transfert, il y a de quoi analyser. Mais dans le moment, on est dans le moment, ah ben, il faut faire quelque chose. Donc, il fallait sortir de ce blocage. Et mon corps, finalement, il m'a posé problème, mais mon corps, il était en même temps ressource, un support. Parce que du coup, voilà, j'ai trouvé la solution quelque part par un jeu non verbal. Je n'ai rien dit. J'ai monté les escaliers. Je me suis mis à côté de Roy, le bébé. Je l'ai regardé. J'étais juste présent à côté de lui. Puis à un moment donné, j'ai pris la petite couverture pour mieux le border. Il y avait un silence, mais qui n'était pas vide. Et à un moment donné, Roy m'a dit, bon, c'est fini, fin de l'histoire. Après, il est parti faire un dessin. C'était notre rituel de fin de séance. Et il a dessiné le papa et Roy qui dormait. Il m'a regardé, il m'a dit, ça, c'est une belle histoire, Debbie. Et moi, j'ai juste dit, oui, c'est une belle histoire. On n'en a pas parlé plus. C'était pas nécessaire. Donc là, voilà, je peux vous dire que j'ai commencé vraiment mon travail et c'était très étrange de découvrir qu'à un moment donné, il peut y avoir un blocage. Qu'à un moment donné, je suis pas capable de faire tout dans le jeu. Parce que si j'ai commencé à faire la dramathérapie, je dis, mais parce que le drame, désolé, le mysticothérapeute, mais le drame, c'est vraiment super. Parce que dans le drame, dans le jeu dramatique, le jeu de l'expression théâtrale, on peut tout faire. Tout est possible. Je l'avais expérimenté moi-même. Ado, j'étais assez timide. Et là, il y a fait le théâtre. Et bon, le théâtre, on peut faire abstraction de son corps et par le biais de l'imagination et le jeu, tout est possible. C'est magnifique. Donc, ça va être super en thérapie. Mais je ne me fais pas imaginer qu'à un moment donné, dans le jeu, en tant que thérapeute, on peut ressentir des blocages. Et du coup, finalement, des fois, on peut se dire, mais ouais, peut-être que mon jeu ne répond pas aux attentes du patient, du client, comme on veut. Donc, une première interrogation, limite. Et ce n'est pas finalement les médiums qui ont limite. C'est moi qui ai mes limites dans ma relation avec les médiums. Dans le théâtre, je ne peux pas tout faire. Il y a des rôles que je joue bien et des rôles que j'ai du mal à jouer. Tout ce qui est mouvement, je suis plus à l'aise. Tout ce qui est voix, ce n'est pas mon point fort. Si des personnes viennent me voir pour travailler leur voix, je peux aller jusqu'à un certain niveau. Après, c'est des connexions. Et c'est ça qu'il y a des personnes qui peuvent faire ça mieux que moi. Donc ça, je pense que c'est important dans notre posture de thérapeute de reconnaître nos limites aussi. Et les limites, ce n'est pas forcément des obstacles. Moi, les limites, ça, moi, je suis ça aller jusqu'à là. Moi, ça fait notre territoire d'intervention quelque part. Une autre limite qui, cette fois-ci, n'était pas dans le jeu, je vais vous expliquer. Je vais vous parler maintenant de Clara. Clara était une fille de 7 ans. Elle venait me voir au cabinet avec ses parents une première fois et était adressée par le médecin généraliste pour une énurésie nocturne. Et Clara, en fait, c'est une fille, voilà, moi, j'aime pas trop dire ça, mais ça va parler. C'est une fille mignonne. Elle avait des cheveux blonds, longues. Elle était toujours avec une petite robe, le petit maillot blanc, toujours le petit maillot blanc. Elle est un peu habillée comme une poupée, en fait. C'est une fille plutôt inhibée, très peu d'expression dans le visage. Le jeu n'était pas spontané. Donc, dans un premier temps, c'était surtout de chercher mais comment on peut jouer ensemble. Et là, ce sont les marionnettes qui nous ont aidés. On a joué aux marionnettes et ça a pu se faire. Et fur et à mesure dans les séances, mais je voyais Clara plus dans le jeu, avec un peu plus d'expression à niveau non verbal aussi et avec un sourire. Voilà. Sauf que moi, au fur et à mesure, j'ai constaté pour moi-même
que j'avais moins de plaisir à jouer. Et ça, j'ai trouvé ça horrible parce que j'adore jouer. Pour moi, c'est un véritable plaisir de jouer avec les patients. Et là, non. Il y avait quand même du plaisir, mais en fait, ça me demande un grand effort parce qu'en fait, très rapidement, j'ai constaté que c'était pas uniquement le pipi au lit la nuit. En fait, elle venait aux séances et elle sentait fortement le pipi. Et l'ordure de l'urine, moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et quand je dis ça, c'est pas d'habit thérapeute, c'est pas moi côté artiste, c'est moi, je ne supporte pas ça. Si je vais pas aux toilettes ici, dans les pauses, et il y a des toilettes que j'ouvre et une forte odeur de l'urine, je peux pas. Je fais demi-tour, j'espère qu'il y a mieux ailleurs. Voilà, donc dans les séances avec Clara, en plus, on est très proche, on est par terre avec des marionnettes, il y a vraiment une approche corporelle. J'ai essayé de faire abstraction de mon ressenti pour pouvoir jouer. C'est ça quand même le rôle d'un dramathérapeute. C'est de faire en sorte que le jeu soit possible. Sauf que la 5e séance, elle est venue et là, ça sentait vraiment très, très fort. À l'époque, je travaillais encore dans un petit cabinet, c'était le cabinet d'infirmière de mon village, enfin, où j'avais démarré. Donc, il n'y avait pas beaucoup de mètres carrés et ça prenait un petit peu, l'odeur prenait remplissait tout l'espace. Et là, c'était vraiment mal. J'avais la nausée. J'avais vraiment la nausée. Et si je dis que j'étais mal, c'est pas uniquement parce que j'avais la nausée, c'est parce que j'étais vraiment perdue dans ma posture de thérapeute. Là, j'aurais bien voulu avoir le numéro de Carl Rogers, lui envoyer un petit SMS ou plutôt un SOS pour dire, mais Carl, dis-moi, entre l'authenticité, entre l'empathie et l'acceptation inconditionnelle, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Il ne m'a pas répondu. Je pense que c'était le numéro de Lacan que j'ai fait. Mais dans ce silence, voilà, si qu'est bien, dans ce silence, c'est mon corps qui a répondu. C'est mon corps qui a dit stop, c'est plus possible. Et voilà, du coup, voilà. Merci le corps, parce que des fois, le corps est comme une boussole. On peut réfléchir et réfléchir. Là, le corps l'a fait pour moi. Et du coup, c'est fini le jeu. J'ai dit à Clara que pour moi, c'était impossible de jouer dans ces conditions-là. J'ai dit que j'étais désolée, que je trouvais ça dommage, parce qu'on joue bien ensemble. Et ça, c'est vrai. Là, j'étais authentique. Je trouvais ça vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a été voir le papa. Le papa, il était toujours dans sa voiture devant le cabinet. Il est entré et j'ai expliqué la situation. Par la suite, en fait, Clara est toujours venue aux séances avec des revêtements de rechange. Et suite à ça, j'ai pu aussi faire un accompagnement parental plus sur des questions hygiéniques. On a pu aborder certaines choses. Et je crois que finalement, cet accompagnement parental, qui n'était pas vraiment une démarche de dramathérapie, était plus thérapeutique finalement pour Clara. Donc, le corps, là, il m'a aidé. Il m'a aidé de ne pas continuer à tout prix d'être dans mon médium. Le fait d'écouter mon corps, je pense que ça a accéléré les choses. Je pense que si j'aurais été un degré en dessous, que je n'aurais pas eu la nausée, je pense que j'aurais continué plus longtemps à jouer avec Clara ou faire semblant de jouer, faire semblant de prendre du plaisir, de ne pas être dans l'authenticité. Et je pense que le processus thérapeutique aura pris beaucoup plus de temps, aura peut-être pas eu lieu. J'en sais rien. Voilà. Donc ça, limite du corps aussi, pas dans le médium, mais plutôt dans la relation interpersonnelle. Il reste 2 minutes, donc je vais faire très rapidement. Mince, vraiment? Oui, ah non, mais ça c'est pas d'accord. 7 minutes de plus. OK, donc je vais vous parler de Jérémie. Alors,
Oui, maman, allez-y, hein. Rapidement. On a que 7, on a 10 minutes, ok. Ok, donc Jérémy, il a 40 ans, 42 ans, il est marié, père de 2 enfants, il consulte avec son épouse un thérapeute pour les problèmes de couple et c'est ce thérapeute qui lui a conseillé de faire un travail d'affirmation de soi en dramathérapie. Jérémy, c'est un grand homme avec un corps qui impose, mais avec une expression non verbale petite. Il a une voix faible, il court souvent ses épaules, c'est comme s'il se fait faire petit. Hein, les mouvements sont petits, toujours près du corps. Je vois toujours un petit peu quoi, dans ma tête, je pense que c'est un petit homme dans un grand corps. Voilà. Il m'explique que ce manque d'affirmation n'a pas lieu uniquement dans ce couple, dans le couple. C'est aussi au travail, dans l'association, il est bénévole. Et ça a toujours été comme ça. Toujours dans ma vie, je laisse les autres prendre des décisions pour moi. Il y avait un grand ras-le-bol. Les grands ras-le-bol en thérapie, moi, je trouve que c'est le bienvenu parce que c'est ça qui fait bouger les patients. Donc, lui, il était vraiment très motivé en ce moment-là. Il a commencé de jouer. Le jeu était très difficile de jouer avec son corps, de se montrer, imposer sa voix. Voilà. Mais en même temps, il était là pour ça. Voilà. Un exercice que je lui propose souvent pendant les séances, c'est à la fin des échauffements, et c'est très simple, si, non, si, non. Chaque participant prend juste le mot si, l'autre personne prend le non, et j'invite la personne à varier le plus possible le non et le si par la voix, la posture, la mimique. Et au départ, en fait, toutes les noms de Jérémy se ressemblaient beaucoup. Mais en le faisant fur et à mesure, je voyais un Jérémy qui était plus dans la variation. Je peux l'expliquer plus, mais je propose de faire une petite démo avec Nicolas. Tu es toujours d'accord, Nicolas? OK. OK. Donc, on faut faire un petit démo. Si. Si. Non. Si. 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 Non! Merci, Nicolas. Donc, comment vous pensez que j'ai fait mon si après? Tout petit. Qui dit autre chose? Très fort. En fait, je l'ai dit très fort. Mais vous avez compris qu'on a toute une palette de possibilités pour dire le si. C'est l'exercice. Sauf que moi, j'ai fait un si plus fort encore.
Et vous pouvez dire, ben oui, ça peut être stratégique pour voir si le patient il peut aller encore un peu plus loin. Et ça m'arrive de faire ça. Sauf que là, le si, je ne sais pas d'où il venait. Parce que ce si-là, ce n'était pas stratégique, c'était un si que j'avais besoin de dire. Là, tout d'un coup, moi, j'avais besoin de m'affirmer, de dire si c'est moi qui ai raison, je ne sais pas pourquoi et comment, je n'ai pas compris. Ça, j'ai fait une petite réflexion quelque part, je suis prise dans le corps, je dis, c'était quoi ce truc-là, ça peine d'où. Le jeu continue. Et je ne pense pas que Jérémie a remarqué quelque chose. Hein. C'est l'avantage du faire semblant, même ce qui est vrai, est pris pour du jeu. Donc, on se protège un petit peu comme ça. Et c'est plus tard dans la journée où je me suis dit, il y a eu des images qui sont venues. Je suis revenue des années en arrière et du coup, j'étais à l'école primaire. J'avais 10 ans, ma maîtresse était malade et il y avait un maître pendant toute une semaine. Et le lundi matin, quand on était en classe, quand le maître il est entré en classe, j'étais un maître de plus de 2 mètres. Pour rentrer, il a fait comme ça, par la porte. Donc ça, déjà, ça impressionne. Et lui et moi, ça n'allait pas trop, en fait. C'est un peu compliqué et j'avais quelques libertés avec ma maîtresse à moi. Et lui n'était pas au courant, il n'était pas d'accord et donc je n'avais plus les mêmes repères. Voilà, j'arrête là. Je vous rassure, ça va mieux maintenant. J'ai déchiré presque parce que quand même, il m'a surpris un peu dans ce jeu ici et non. Hein, mais c'est ça aussi. Mais des fois, le patient va nous amener quelque part dans notre passé, lointain ou pas lointain, quelque chose qu'on ignore de nous-mêmes, quelque chose qu'on avait oublié pendant un petit moment. Et là, d'un coup, c'est activé dans le jeu. On est surpris. Et c'est ça aussi, hein, c'est ça aussi le corps de thérapeute, c'est aussi d'accepter que le matin, quand on va au travail, on voyage. On ne sait pas où on va aller. Quand je joue avec les patients, je ne sais pas où on m'emmène. Je pars en voyage, je ne connais pas la destination. Et donc, du coup, la posture de thérapeute, c'est être d'accord. Ça. Hein? Donc, ça, c'était Jérémie. Jérémie, je vais vite. Ah oui, oui, j'ai réfléchi. Ah, c'est court. Ah ouais. Il faut faire les questions. D'accord. Donc, je suis. Ouais. Non, je me permets. Je prends un peu de liberté. Je me rebelle. Il y a vraiment des questions. Mais pendant la pause, vous pouvez me venir me voir pour poser des questions si vous voulez. J'ai juste après, voilà. Une autre exemple, c'est en fait, c'est une jeune fille en fait qui a des problèmes d'addiction que j'ai fait très brièvement, que pendant 4 séances. Je donne pas les détails, mais la 4 séances en fait, elle m'a demandé de finir avec sa guitare. Elle a chanté une chanson. En fait, voilà, elle avait eu accouché d'un enfant mort-né et elle m'a demandé donc d'être spectateur, d'écouter son chanson. Et quand elle a chanté de son bébé mort-né, de sa fille qui était partie au ciel avec une valise vide, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais les larmes n'ont pas arrêté. C'est ça aussi le corps de thérapeute. Des fois, on reçoit les émotions maintenant du patient, de soi-même, sans doute un mélange de deux. Et là aussi, en fait, des fois, je dis ça suffit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'ai juste pleuré, je ne me suis pas posé la question, est-ce que je peux me permettre, est-ce que c'est bien de pleurer ou de ne pas pleurer? Pour moi, ça fait tout son sens parce que j'étais dans le cadre du théâtre, j'étais spectateur. Spectateur, c'est être touché aussi, c'est porter une attention attentive. Voilà, et c'est être touché, bouleversé, être amusé, etc. J'arrête sur ça, je dis rapidement ma conclusion, si vous voulez bien. Voilà, pour conclure, j'aimerais vous dire que le corps du thérapeute est uniquement le corps du thérapeute dans la rencontre avec le patient, évidemment, mais
c'est quand même important de le dire, il accueille le patient dans son espace avec son corps et ce même corps lui permet d'être présent physiquement, psychiquement, réellement, et ça permet de s'inscrire dans une relation thérapeutique. Le thérapeute, il va mobiliser son corps pour être disponible et à l'écoute. Cependant, ce même corps qui va permettre tout cela peut aussi être un frein, peut compliquer la posture de thérapeute, car ce même corps est aussi moi. Et quand je dis moi, c'est plus dans le sens littéraire du mot, hein, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui constituent l'individualité, qui fait que moi, je suis moi et pas vous. Voilà, donc quand je suis fatiguée, quand je suis malade, ça complique hein, la relation à l'autre. La forme que le thérapeute va donner à son médium, hein, parce que dans l'art-thérapie, c'est dans cette rencontre dans le médium, va résulter, ça résulte d'une interaction avec le patient, les objectifs thérapeutiques, mais aussi les relations que moi j'ai avec mon corps et mon médium. Et dans tout ça, ce que je peux faire ou ne pas faire. Donc, on pourra dire qu'en fait, le corps, il est quelque part une interface qui fait le lien entre la posture et présence thérapeutique, le médium et le moi thérapeutique. Hein, Gabriel Marcel, il parle de la corporité comme une zone de frontière entre l'être et avoir, et peut-être qu'on peut parler de la corporité du thérapeute. C'est finalement avoir un corps qui permet de l'être et l'interface de l'être et avoir nous permet d'être thérapeute. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, on va faire, on a 6 minutes 25 de questions. C'est important. J'en profite pour signaler à la promo disque qu'il y en a plein qui n'ont pas émargé et qu'il faut vraiment venir me voir tout à l'heure à la pause. À distance, il y a des questions ? À distance. Je vais vous étrangler la promo disque. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions sur Internet. Profitez-en. Oui, Pascal a une question. Ah, il y en a une. Alors, on en a une aussi dans la salle. Donc, question de Justine. Merci pour cette intervention. Il arrive que le corps nous parle car nous n'écoutons plus. C'est parfois un message à propos d'un contre-transfert qu'on n'a pas encore identifié et c'est important de le réfléchir, notamment en supervision. Pensez-vous que la dramathérapie soit aussi un moyen d'aller travailler ça chez le thérapeute ? Ouais, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est le dramathérapeute qui doit travailler ça en supervision ou est-ce que c'est la dramathérapie? Moi, je crois, il me semble, Justine me dira si c'est pas bon, que nous, par exemple, en tant que musicothérapeute, on peut rencontrer ces mêmes ressentis. Oui. Est-ce que la dramathérapie, pour nous, peut aussi être, du coup, une façon de travailler ça, au-delà de la supervision? Oui, bah voilà, je pense, je propose des supervisions où on n'est pas en dramathérapie. La supervision, ce n'est pas la dramathérapie. Mais après, c'est des outils de dramathérapie voilà, qu'on peut utiliser pour travailler ces phénomènes-là. Tout à fait. Tout en haut de l'autre côté. Simple question, que faire quand on a des signaux qui viennent du corps et d'autres signaux qui viennent de l'intellect, qui ne sont pas forcément cohérents à un moment donné? Qu'est-ce qu'on fait passer en premier, le corps ou ce qu'on pense, ou les connaissances qu'on a? Et
voilà, des fois, c'est pas toujours en accord. Et à ce moment-là, quelle proposition vous faites pour savoir quel chemin prendre? Mais c'est dans l'interaction, c'est vrai on n'a pas beaucoup de temps hein, à réfléchir dans ce qu'on va finalement proposer hein, dans ce contre-jeu. On n'a pas dit, ouais, on ne peut pas faire un stop, je ne sais pas analyser ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est vraiment là où je dis, mais quelque part, c'est d'être connecté à soi-même, être connecté aux objectifs thérapeutiques, être connecté au patient de ce qu'il lui est capable de faire, ce qui nous montre, je ne suis pas capable de dire comment on prend la décision. Je crois vraiment que c'est dans cette interface-là où ça se passe, où ça ne se passe pas. Hein, parce que des fois, enfin, je pense que des fois, je ne sais pas si c'est la mauvaise décision, mais des fois, je pense qu'on peut prendre une tournure dans le jeu qui correspond plus à nos besoins, à nous, par exemple. Mais du coup, c'est en supervision après qu'on se rendrait compte, mais oui, là, je me suis éloignée des besoins du patient, j'étais plus dans mes propres besoins. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En partie, oui. Après, oui, je n'avais pas pris la dimension de la rapidité et de l'instant où je pense qu'on n'a pas le temps forcément de réfléchir. Et à ce moment-là, c'est peut-être le corps qui guide un peu plus que l'intellect. Non, je ne sais pas. Oui, mais je ne pense pas que c'est ou le corps ou l'intellect. C'est les deux en même temps, c'est cette interface entre les deux. Voilà, on parle le corps ou l'intellect, mais pour moi, ça va ensemble. Il faut actualiser l'interface alors, régulièrement. Ouais. Merci. Voilà. Ah oui. Bonjour. Des fois, j'imagine qu'on peut être aussi surpris par les réactions de son propre corps. Par exemple, là, avec le si, non. Je ne sais pas si le non nous répond non en hurlant et que nous, ce qui nous vient, mais ce qui fait aussi écho en nous, qu'on répond si en hurlant. Est-ce que des fois, ça peut pas être un peu, pas dangereux, mais en fait, que ouais, notre corps réagisse un peu malgré nous, mais que dans la relation, enfin, la place en tant que thérapeute, où cette réaction ne soit pas, je sais pas, bienvenue ou appropriée, ou je sais pas trop comment dire ça, mais On essaie dans le faire semblant. Ça protège. Et voilà, il y a vraiment le faire semblant. On est dans le jeu. Après, je ne sais pas où vous voyez la notion de dangerosité pour le patient ou pour le thérapeute ou plus pour le patient, je dirais. ouais, mais ça demande d'être au clair avec qui on est en tant que personne, en tant que thérapeute, et d'être attentif aux patients et d'avoir en tête les objectifs thérapeutiques. Merci pour vos